Par idiote, d'un point de vue cybersécurité, le Mhm. risque, il est comme tous ces systèmes, ils ont tous fini par être victimes d'une cyberattaque et ça a donné des fuites d'informations qui parfois donnent le tournis. Alors des records que ni la Suisse ni la France n'arriveront jamais à égaler. Je pense à l'Inde, il y a plus d'1 milliard d'identités qui ont été dispersés dans la nature, avec des conséquences qui sont vraiment de l'ordre du quotidien pour chaque citoyen indien. Hein. C'est que l'usurpation d'identité est une épée de Damoclès qui à tout moment peut tomber sur la tête de n'importe quel citoyen indien. S'il peut s'agir d'arnaque, de quelqu'un qui va prendre un emprunt à la banque à votre place, de plein de choses. À partir de votre identité, le nombre d'arnaques faisables dépasse l'entendement. Et ça, la meilleure façon d'éviter ce genre d'inconvénient à toute une population, bah, c'est d'éviter de recueillir de façon centralisée, j'insiste sur le centralisé, les identités des citoyens. Tant que c'est pas centralisé, vous minimisez les fuites. Quant à l'argument de c'est sécurisé, vous inquiétez pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas de sécurité à 100% dans le monde de la cybersécurité. C'est une loi de la nature. Ça s'est toujours vérifié, ça se vérifiera toujours. Donc à partir du moment où vous récoltez de l'information, il faut anticiper le fait que il va y avoir une attaque tôt ou tard. Et plus l'information a de la valeur, plus la certitude que l'attaque va arriver assez rapidement est forte. Or, Est-ce que de c'est, l'information privée de cette nature, ça vaut cher, ça vaut très cher. et y compris que lorsque les données sont récupérées par l'État, enfin comme là dans cette Oui, loi. oui, ah bah, bien sûr. L'État va la protéger. Et ils sont pas idiots. Et ils vont la protéger et avec un peu de chance, ils vont la protéger sérieusement. Mais vu la valeur de tout ça, il y aura de toute façon des efforts faits pour la pirater qui seront à la hauteur de la protection. Et tôt ou tard, ça pètera. Je vais faire un peu d'histoire. Crypto AG, c'était une entreprise qui avait une innovation incroyable dans la cryptographie. Elle était utilisée pour chiffrer les messages d'une quantité astronomique d'entreprises de par la planète. Et à l'époque, le label suisse avait vraiment beaucoup, beaucoup de valeur sur le sérieux en matière de cybersécurité. Il se trouve qu'elle a été rachetée en secret par la CIA, qui a utilisé cette entreprise pour espionner la Terre entière. Alors, tu me diras, ça peut toujours arriver au sein de l'État. Il peut toujours y avoir un traître qui, en sous-main, travaille pour la CIA, mais il y a des services de renseignement qui font du contre-espionnage. Donc, là-dessus, c'est plutôt bien protégé. Et puis, c'est de la haute trahison. Donc, c'est vraiment un crime de la plus haute importance, que ce soit en Suisse ou ailleurs. Et malgré tout, c'est quelque chose qu'on arrive beaucoup mieux à éviter, les traîtres au sein d'une organisation gouvernementale, que tout simplement une entreprise privée qui, à un moment, reçoit une offre d'achat qu'elle ne peut pas refuser parce qu'elle est très généreuse et qui, du coup, va céder la main à une puissance étrangère qui, elle, va faire jouer ses propres intérêts. Pas les intérêts de la nation, les siens. C'est déjà arrivé en Suisse. Il n'y a pas qu'en Suisse que c'est arrivé. Ça arrivera à nouveau. Et il n'y a absolument aucun moyen d'éviter qu'une entreprise privée dans un pays capitaliste se fasse racheter par une entreprise étrangère, d'un étranger qui n'est pas nécessairement hostile. Hein, les États-Unis, enfin avec la Suisse un peu, avec la fin du secret bancaire, mais malgré tout, c'est pas une vente auquel la Suisse pourra s'opposer. Et à partir de là, tout devient possible. Le crédit social, c'est un truc qui a été introduit par les Chinois et qui consiste grosso modo à surveiller les citoyens de façon à leur attribuer une note. Et plus leur note est haute, plus ils ont accès à des privilèges. Alors les privilèges en Chine, c'est le droit de se déplacer sur le territoire, ou le droit d'aller à l'étranger, ou le droit de faire un emprunt pour acquérir un bien, ou le droit d'aller faire des études. Tout ça est conditionné en Chine par le fait d'avoir un bon crédit social. Et pour avoir un bon crédit social, il faut se comporter comme un bon citoyen et se conformer aux desiderata de l'État. Ça paraît dystopique, mais très concrètement, on commence à voir poindre en Occident, dans des pays aussi variés que le Japon ou la France, dans les caisses d'allocation familiale, il y a un crédit social pour tous les bénéficiaires. Et de plus en plus, ça va se répandre. C'est une fatalité qui est très clairement complètement antinomique avec l'idée même de démocratie. Hein. Mais ça arrive.
Ça arrive à travers l'euro numérique, ça arrive à travers les scores qu'on attribue à la caisse d'allocation familiale en France. Ça arrive un peu partout. Et la meilleure façon de se préserver de ça et de préserver la démocratie qui va avec, c'est d'éviter que ça soit possible. Or, l'identité, c'est la pierre angulaire de tout ça. Sans identité centralisée, ça devient très compliqué de construire un crédit social. Du coup, il vaut mieux éviter de construire la pierre angulaire. C'est pas que nécessairement l'identité va servir à construire un crédit social, c'est que sans identité centralisée, vous ne pourrez pas construire un crédit social. Donc quel est l'intérêt de rendre possible un avenir dystopique si d'entrée de jeu, on peut éviter que ça soit juste techniquement réalisable? D'accord. Et enfin, un des trucs que tu m'avais dit dans l'enregistrement précédent, c'était cet exemple des Pays-Bas avec l'Allemagne nazie, Ouais. que je pense Ça, qu'on peut... alors je sais pas si tu peux appeler ça une anecdote parce que c'est vraiment lugubre comme anecdote, mais c'est quelque chose que j'utilise souvent en cours. C'est l'histoire des Pays-Bas qui, dans les années 30, découvrent l'ordinateur, alors l'ancêtre de l'ordinateur. Ça s'appelle la mécanographie. C'était une époque, l'ordinateur électronique a été inventé durant la Seconde Guerre mondiale pour faire face à la machine Enigma. Avant la Seconde Guerre mondiale, on utilisait des ordinateurs mécaniques. Et les marchés étaient extrêmement restreints. Il y avait le monde de la banque qui s'intéressait à ça parce qu'il y avait beaucoup de calculs à faire et que effectivement ça faisait du calcul à une vitesse incomparablement supérieure à des êtres humains qui faisaient ça à la règle à calcul à l'époque. L'assurance, parce que là aussi, derrière l'assurance, il y a énormément de calculs et que ça les a arrangés d'avoir une immense machine à calculer. Et puis le recensement des populations. Et IBM, qui était un des pionniers, avait vendu un peu partout dans le monde des ordinateurs pour faire le recensement des populations. Et il se trouve qu'aux Pays-Bas, ils avaient des ordinateurs pour faire le recensement des populations parce que c'était une nation moderne, ça a toujours été une nation moderne, et ils se sont dit, bon, le progrès nous permet d'aller plus vite, allons-y gaiement. Les Pays-Bas, tout comme l'Allemagne aujourd'hui, quand ils recensaient les populations, recensaient les pratiques religieuses des populations. Tout simplement parce qu'ils subventionnaient les cultes à hauteur des pratiques. Donc il fallait subventionner chaque culte de façon équitable en fonction du nombre de pratiquants dans le pays. Ça partait vraiment d'une intention qui était on ne peut plus honnête, claire et démocratique. Mais avec un manque fondamental, tout à fait explicable à l'époque, d'anticipation de l'usage des technologies. L'anticipation a été très simple. En 40, les Allemands qui contournaient la ligne Maginot ont débarqué là-bas, ont trouvé une base de données de toute la population avec les pratiques religieuses, et tous les Juifs sont morts. Et ça, on peut pas du tout accuser les Pays-Bas d'être responsables de ça. Mais par contre, s'il y avait eu un peu de réflexion, beaucoup de réflexion, parce que c'était les tout débuts, mais s'il y avait une réflexion sur le détournement qu'on peut faire de la technologie qu'ils avaient adoptée, on aurait évité des centaines de milliers de morts. Quand les Allemands ont débarqué en France, ils ont trouvé un recensement des populations dans chaque mairie, donc délocalisé, décentralisé, sur du papier. Autant dire que c'était parfaitement inutilisable, d'autant plus qu'il y avait quand même quelques résistants qui ont foutu tout ça au feu. Donc ils n'ont pas pu faire la même chose avec la France. Ils ont pu faire ça aux Pays-Bas parce que c'était informatisé, nominatif, centralisé et avec la pratique des religions. Ok. Autant éviter ce genre de catastrophe, autant anticiper avec un maximum de paranoïa, parce qu'on n'est plus en 1940, hein, on a du recul, et éviter les catastrophes. C'est comme les fuites de données, on peut anticiper très facilement le fait que ça fuitera. On ne sait pas quand, mais ça fuitera. On peut anticiper le fait que l'avenir dystopique, il est à l'horizon. Mm. Ça se voit pas nécessairement en Suisse parce que vous avez une position très privilégiée. Mais même en Suisse, ça commence à se voir. En France, ça saute aux yeux. En Angleterre, il est partout ailleurs, partout autour de soi. C'est pas très compliqué pour la Suisse, qui est le voisin de la France et qui est à quelques centaines de kilomètres de l'Angleterre, d'anticiper que ce genre de possibilité peut arriver chez vous. Et à partir de là, quand vous mettez en place des technologies, de se dire, mais il y a peut-être des avenirs qu'on aimerait éviter, et la meilleure façon de l'éviter, c'est d'empêcher qu'ils soient possibles.